Bonjour à toutes et tous. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai entrepris un travail de vulgarisation pour expliquer simplement ce que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir parvenir à le formuler. Et c'est normal, tant l'ingénierie sociale est à l'œuvre actuellement pour créer la confusion. À chaque fois, le but est le même, remettre du sens là où tout paraît confus, éclairer les mécanismes cachés derrière une complexité apparente avec le plus de simplicité possible. Après avoir parlé de la France, de son identité, de son drapeau, de son agriculture, de sa souveraineté perdue, il me semblait nécessaire de m'arrêter un instant sur le cœur du système qui a rendu tout cela possible, l'Europe. Car lorsqu'on parle de désindustrialisation, de normes absurdes, de décisions incompréhensibles imposées à nos paysans, à nos entreprises ou à nos élus, tout nous ramène immanquablement au même endroit, à Bruxelles. Mais derrière Bruxelles, il n'y a pas seulement des institutions. Il y a une idéologie, une logique, une mécanique. Et c'est ce que je voudrais expliquer ici avec des faits et une vision d'ensemble. Beaucoup de gens croient encore que l'Union européenne est un projet né de la paix, d'un idéal de coopération entre nations libres. C'est ce qu'on nous a enseigné, rabâché dans les médias, les manuels scolaires et les discours politiques. Pourtant, quand on regarde les textes fondateurs, les financements, les décisions prises au fil du temps, on découvre une toute autre réalité, celle d'un projet construit sans les peuples et souvent contre eux. C'est cette Europe-là, celle qu'on ne vous montre surtout pas et que je veux vous présenter aujourd'hui pour comprendre pourquoi elle n'est plus l'Europe de la paix, mais celle de la guerre et de la soumission. Tous les citoyens de moins de 50 ans n'ont connu que ça. L'euro, Bruxelles, Schengen. Pour eux, l'Europe semble naturelle, inévitable, comme si elle avait toujours existé. Pourtant, l'Europe n'a rien d'un produit neutre. Elle n'est pas née de l'union des peuples, mais de la stratégie des puissants, et ce qui devait être un rêve de coopération est devenu un système de domination. Cette vidéo est une mise en lumière, pas un discours, pas une leçon, mais un regard clair appuyé sur des faits pour que chacun puisse, en conscience, se forger sa propre opinion. Le sujet est immense et pour en saisir toute la portée, il faut accepter d'entrer dans certains détails pour mesurer le niveau d'asservissement et d'esclavage dans lequel nous sommes enfermés et qui s'accélère. En fin de vidéo, comme toujours, nous verrons comment il est encore possible de briser ce joug et de reprendre notre liberté collective. Vous m'excuserez par avance pour la longueur de cette vidéo, à l'image de l'empilement de manipulations, de trahisons et de compromissions qu'il faut remettre en lumière pour saisir l'étendue du désastre. Pour comprendre ce qu'est devenue l'Union européenne, il faut revenir à sa naissance et regarder d'où elle vient vraiment. On nous répète depuis 70 ans que l'Europe est née du courage des peuples, de la volonté des résistants d'en finir avec la guerre, mais les archives déclassifiées racontent une toute autre histoire, celle d'un projet conçu à Washington, financé par la CIA et confié à quelques technocrates européens rééduqués après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le monde est coupé en deux. À l'est, le bloc soviétique, à l'ouest, les États-Unis et leurs alliés. Pour contenir Moscou, Washington veut créer un rempart économique et politique. L'Europe unie sera ce rempart. Un ensemble stable, aligné, ouvert au libre-échange et dépendant du dollar. C'est ainsi qu'est fondé en 1948 le Comité américain pour une Europe unie, dirigé par l'ex-chef de l'OSS William Donovan et son successeur à la CIA, Allen Dulles. Leur mission, financer les mouvements, partis et syndicats favorables à l'intégration européenne. Chaque dollar du plan Marshall était conditionné, l'aide économique servait à ancrer politiquement le continent dans le camp américain. Les visages présentés comme des pères de l'Europe n'étaient pas des résistants, mais des agents d'influence. Le français Jean Monnet, banquier d'affaires à New York, travaillait déjà pour les réseaux financiers américains. Robert Schuman, ancien ministre de Vichy, fut réhabilité par De Gaulle à la Libération avant d'être propulsé à Bruxelles. Et l'architecte du système, Walter Hallstein, était un ancien officier instructeur nazi, capturé en 1944, puis rééduqué dans le cadre du projet Tournesol du département d'État. 10 ans plus tard, il deviendra le premier président de la Commission européenne. Déjà, ça démarrait mal. Autour d'eux, Adenauer, De Gasperi, Spaak et Bech, tous en lien étroit avec les services américains. Leur Europe n'est pas celle des peuples, c'est une Europe sous tutelle politique, économique et militaire. En 1951, la CECA, Communauté du charbon et de l'acier, met sous contrôle supranational les industries stratégiques européennes. 6 ans plus tard, en 1957, le traité de Rome crée la CE avec 6 pays fondateurs, dont la France,
et avec elle un marché commun où l'économie prime sur la souveraineté. Ce n'est pas une union politique, c'est une structure technocratique destinée à rendre la guerre impossible, mais surtout à rendre les nations dépendantes. Le mot marché l'emporte sur le mot peuple. Les peuples n'ont jamais été consultés. Leur rôle, obéir à des décisions prises ailleurs au nom de la paix et du progrès. À partir des années 1980, chaque nouveau traité arrache un peu plus de souveraineté. Acte unique européen en 86, c'est la fin du droit de veto pour les nations, libre circulation totale des capitaux et des marchandises, et Bruxelles obtient le pouvoir de légiférer à leur place. Le traité de Maastricht en 92, c'est la naissance de l'Union européenne et de l'euro. Les États abandonnent leur monnaie, leur budget, et acceptent les critères imposés par Bruxelles. Le traité de Lisbonne en 2007, malgré le non du référendum français de 2005, passage en force par Sarkozy et Barnier du texte imposé par voie parlementaire. Ce jour-là, le divorce entre les peuples et leurs dirigeants devient officiel. Dès lors, l'Union européenne ne sera plus jamais un projet des peuples, mais un projet contre eux. L'euro devait unir les nations, il les a enfermées. Il impose des critères rigides, 3% de déficit, 60% maximum du PIB de dette, qui empêchent tout ajustement selon la réalité des pays. Résultat, l'Allemagne, forte de son industrie, accumule des excédents. Les pays du Sud, étranglés par une monnaie trop forte, se désindustrialisent, à commencer par la France. Quand la Grèce s'effondre en 2008, Bruxelles, avec la Troïka, impose l'austérité au nom de la stabilité. Mais cette stabilité n'a servi qu'à sauver les banques et les marchés, les peuples, eux, ont payé l'addition. Ce qu'on appelle la Troïka, ce sont trois entités qui se partagent le sale boulot. La Commission européenne de Bruxelles pour l'autorité politique et les réformes structurelles, la Banque centrale européenne pour le contrôle monétaire et le Fonds monétaire international pour les prêts conditionnés à l'austérité. La Grèce a été le laboratoire du totalitarisme européen économique. Sous couvert d'austérité, Bruxelles, la BCE et le FMI ont pris le contrôle d'un pays souverain, imposé ses lois et humilié son peuple. Ce jour-là, l'Union européenne a montré son vrai visage, non celui d'une union des peuples, mais d'une banque continentale où la finance commande et les nations obéissent. Vous voyez déjà mieux à quoi nous avons affaire. Au passage, je vous fais une petite digression. Comprenez qu'au vu de notre situation financière actuelle, grâce au Mozart de la finance, nous sommes devenus la nouvelle Grèce puissance 10, et ce qui nous attend est guère réjouissant. Derrière la façade d'un rêve fédérateur, l'Europe a toujours été un instrument de contrôle. Un espace administré, piloté par des technocrates, où la souveraineté nationale est perçue comme une menace, et les peuples soigneusement tenus à l'écart. Et chaque crise, qu'elle soit monétaire, sanitaire ou énergétique, sert de prétexte à renforcer ce pouvoir central. Les 6 pères fondateurs n'étaient pas des résistants, mais des hommes alignés sur Washington. Loin d'un idéal de paix, ils ont bâti une Europe sous tutelle. Une Europe née non d'un élan populaire, mais d'un calcul stratégique. Pendant plus de 70 ans, on nous a parlé de construction, de solidarité, de progrès commun, mais à mesure que les traités s'enchaînaient, une autre Europe se dessinait. Une Europe où les peuples obéissent sans être consultés, pendant qu'une minorité de technocrates non élus décide à leur place, impose et punit. C'est cette origine-là que les manuels ont effacée, et c'est cette origine-là qu'est née l'Europe d'aujourd'hui, celle des lobbies, des banquiers et des commissaires non élus. À Bruxelles, on parle du cœur battant de l'Europe, mais ce cœur ne bat pas pour les peuples, il bat au rythme des intérêts financiers et des grandes multinationales. Aujourd'hui, la capitale européenne concentre plus de 25 000 lobbyistes, représentant plus de 12 000 groupes d'influence, banques, pharma, énergie, agroalimentaire, numérique, armement. C'est autant, voire davantage, que le nombre de fonctionnaires de la Commission européenne seule. Ces groupes ne se contentent pas de proposer des idées, ils rédigent les textes de loi que les États devront appliquer. Et dans 80% des cas, ces propositions sont adoptées sans modification majeure. Les élus votent, mais les lobbies écrivent. Mais comment concrètement ça fonctionne? Vous allez voir, c'est à peine croyable. C'est là que se cache le véritable tour de passe-passe européen. Officiellement, seule la Commission européenne a le droit de proposer des lois. Ni le Parlement, ni les citoyens, ni les États ne peuvent en déposer. Mais dans les faits, ce sont les lobbies qui en dictent le contenu. Avant même qu'un projet de loi voie le jour, la Commission ouvre de prétendues consultations publiques, des réunions où les multinationales, les cabinets d'avocats et les groupes de pression soumettent leurs études, leurs chiffres
et leurs recommandations. Et comme ces sujets sont complexes, énergie, numérique, santé, finances, les fonctionnaires européens reprennent souvent mot pour mot les documents fournis par ces acteurs privés. Les directions générales de la Commission, les DG, estimées entre 30 et 35, deviennent alors de véritables bureaux de rédaction externalisés. Les textes sont estampillés Commission européenne, mais son ADN appartient aux grandes entreprises. Vient ensuite le Parlement européen, avec ses 720 députés censés débattre et corriger les lois. Mais là encore, les lobbies sont déjà prêts. Ils fournissent aux députés et à leurs assistants des amendements clés en main. Ces modifications, rédigées dans les bureaux de Bruxelles ou de Londres, sont déposées sous le nom du député et intégrées sans que personne ne demande qui c'est qui les a écrites. Au final, comment vous le dire simplement? La Commission propose, le Parlement valide et les lobbies décident, les élus votent et les peuples obéissent. Ce mécanisme donne l'illusion d'une démocratie européenne, mais tout est verrouillé, les citoyens n'ont aucun contrôle sur ce qui devient leur loi, et ceux qui en tirent profit n'ont jamais été élus. Voilà comment Bruxelles fonctionne, une usine à normes où le pouvoir politique s'est effacé au profit des intérêts économiques. Et tant que ce système perdurera, chaque nouvelle directive, chaque nouveau traité ne fera qu'approfondir la dépendance des peuples à un pouvoir qu'ils n'ont jamais choisi. L'exemple le plus flagrant, c'est le Green Deal européen. Officiellement, un plan pour sauver le climat, une vaste blague. En réalité, un marché colossal de près de 400 milliards d'euros, financé par les contribuables européens, mais capté par les géants de la finance et de l'énergie. Les mêmes entreprises qui ont pollué la planète deviennent soudain leaders de la transition verte, subventionnées, intouchables, intérieures au système. BlackRock, Total, Energy, Siemens ou Shell touchent des milliards en subventions et crédits carbone, pendant que les PME et les agriculteurs croulent sous les normes et les taxes. La transition écologique est devenue le plus grand transfert d'argent public vers le privé de toute l'histoire européenne, une gigantesque arnaque spoliatrice des peuples. Même logique pendant la crise du Covid. Sous la houlette de l'impératrice von der Leyen, la Commission européenne a engagé dans la plus grande opacité 71 milliards d'euros de contrats avec les laboratoires pharmaceutiques pour l'achat de plus de 4,6 milliards de doses de vaccins. Au cœur de ce dispositif, Pfizer et Moderna, bénéficiaires des plus gros volumes, ont négocié directement avec la présidente de la Commission. Selon plusieurs enquêtes, une partie de ces échanges s'est faite par SMS personnel entre von der Leyen et le PDG de Pfizer. Ces messages aujourd'hui introuvables n'ont jamais été publiés, malgré les demandes officielles du Parlement européen et les injonctions de la Cour des comptes. Résultat, des dizaines de milliards d'argent public engloutis, des contrats toujours partiellement secrets, aucune responsabilité assumée, et une présidente qui, loin d'être inquiétée, a même été reconduite pour un second mandat. De toute façon, qu'elle parte ou qu'elle reste, rien ne changerait. Ce n'est pas elle qui dirige le modèle européen, c'est le modèle qui la dirige. Son successeur ne ferait que poursuivre la même politique sous un autre visage. Bref, dans cette affaire, voilà comment, au cœur d'une crise mondiale, la transparence démocratique a été sacrifiée sur l'autel des intérêts pharmaceutiques. Mais au-dessus des institutions, il existe une autre Europe, celle des élites globalisées. Des cercles où se forgent les politiques avant même qu'elles soient votées. Le Forum de Davos et le groupe Bilderberg réunissent chaque année dirigeants, commissaires, banquiers et patrons des médias. Leur objectif, harmoniser les politiques mondiales, c'est-à-dire aligner les décisions nationales sur des agendas privés. Beaucoup des figures clés de Bruxelles en sont issues. Ursula von der Leyen, invitée régulière de Davos, notre Emmanuel Macron, ancien Young Leader de la French American Foundation, Mario Draghi, ex-Goldman Sachs et ancien président de la BCE, et tant d'autres. Dans ces cercles, on apprend à penser global, à parler le langage des marchés et à considérer les nations comme des variables d'ajustement. Derrière les mots Europe sociale, Europe verte ou Europe numérique, on retrouve toujours les mêmes acteurs. BlackRock, Pfizer, McKinsey, Goldman Sachs, Google, Meta et le Forum économique mondial. Ce sont eux désormais qui orientent les politiques, dictent les normes et rédigent les règlements. Une Europe des peuples? Non, pensez donc. C'est une Europe des marchés, une Europe des élites, une Europe sous influence. De fait, ce n'est plus une union politique, c'est une plateforme d'expérimentation du modèle mondialiste. Un modèle fondé sur la gouvernance technocratique, la dépendance économique
et la disparition des frontières. Ceux qui en tirent profit n'ont pas besoin d'être élus. Ils influencent, orientent et financent. Et lorsque les peuples votent mal, le système les corrige. Par des sanctions, par la censure, par l'annulation d'élections ou simplement par l'indifférence. L'Europe n'est plus un projet des peuples, mais un projet contre eux, un laboratoire de la soumission douce, où les mots progrès et durabilité masquent la confiscation du pouvoir démocratique. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une dérive, mais l'aboutissement d'un plan mûrement réfléchi, un monde où les peuples ne décident plus parce qu'on leur a retiré jusqu'à la possibilité de comprendre ce qui se décide à leur place. Et le plus incroyable, c'est que ce plan avance dans le silence général. Ok, nous savons maintenant qui influence et qui décide. Il faut maintenant comprendre comment ces décisions s'imposent aussi facilement à 448 millions d'Européens, sans vote, sans débat, et souvent sans même qu'ils le sachent. C'est la mécanique la plus redoutable de toutes, la machine législative européenne. Pour comprendre comment Bruxelles impose ses décisions, il faut plonger dans le cœur de la machine. Une machine froide et méthodique, d'une précision redoutable, celle qui donne l'apparence de la démocratie tout en retirant au peuple le pouvoir de décider. Nous avons déjà vu le pouvoir exclusif et exorbitant de la Commission européenne, qui détient seule le monopole de l'initiative législative. C'est juste incroyable. Pour information, la Commission, ce sont 27 commissaires, un par pays, désignés et non élus, dirigeant plus de 32 000 fonctionnaires titulaires et contractuels et disposant d'un budget annuel colossal de 193 milliards de dollars. À sa tête, vous le savez, Ursula von der Leyen, ancienne ministre allemande de la Défense, poussée vers la sortie pour corruption et favoritisme, puis miraculeusement recyclée à Bruxelles. Officiellement, elle détient l'intérêt général européen. En réalité, elle gouverne sans aucun mandat populaire. Chaque année, la Commission produit plus de 1000 textes législatifs, soit plusieurs nouveaux règlements chaque jour. Des milliers de pages que personne ne lit, mais que tous les États doivent appliquer à la lettre. En face, le Parlement européen donne l'illusion du contrôle. 720 députés élus, des débats, des votes, mais sans pouvoir d'initiative. Aussi utiles que les nôtres, ils ne peuvent ni proposer ni abroger une loi. Ils peuvent seulement amender à la marge. Dans plus de 90% des cas, les propositions de la Commission sont adoptées sans modification majeure. Et pourtant, ce Parlement coûte une fortune, on va le voir en détail plus loin, et tout cela pour valider des lois qu'ils n'ont pas écrites. Un tel fonctionnement devrait révolter les nations, mais rien, pas un mot, un silence assourdissant, et on va comprendre pourquoi un peu plus loin. Alors, une fois votées, ces lois deviennent contraignantes. Les directives européennes doivent être transposées dans le droit national, et si un pays résiste, la Cour de justice de l'Union européenne le sanctionne. Le principe est clair, le droit européen prime sur le droit national. Même une constitution nationale ne peut s'y opposer. En France, plus de 80% des lois votées à l'Assemblée ne sont que la transcription de directives venues de Bruxelles. Nos députés ne sont plus des législateurs, mais des scribes administratifs. Comme leurs homologues européens, ils ne brillent pas par leur utilité, sinon à vivre grassement sur le dos des citoyens. Écoutez leurs discours, regardez leur bilan, c'est le vide absolu, le néant institutionnalisé. Cette impéritie a produit un système verrouillé jusqu'à l'absurde, le pouvoir à ceux que personne n'a élus et la responsabilité à ceux qui ne décident plus. Les peuples votent, mais ne gouvernent plus. Les dirigeants nationaux exécutent ce qu'on leur dicte et les rares qui osent s'opposer, Hongrie, Pologne, Slovaquie, sont punis, sanctionnés, ostracisés. Ce n'est plus une démocratie représentative, c'est une technocratie autoritaire, une autocratie masquée par le langage administratif où le droit sert à neutraliser la volonté populaire. En un mot, un pur scandale antidémocratique. Et pendant que les peuples obéissent, ceux qui profitent du système se taisent. Car à Bruxelles, le silence n'est pas une erreur, c'est une carrière. Et si vous étiez déjà en colère, tenez bon, car la suite va vous donner des envies de révolte. Le Parlement européen n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le budget total de l'Union européenne, on l'a vu, atteint plus de 193 milliards d'euros en 2025, dont près de 80% proviennent directement des contributions des États membres. Et là encore, le déséquilibre saute aux yeux. L'Allemagne reste le premier contributeur net, avec près de 20 milliards d'euros versés de plus qu'elle ne reçoit, ce qui lui confère un droit de regard implicite sur la politique économique et budgétaire de l'UE. La France, juste derrière, est le deuxième contributeur net à hauteur de 9,5 milliards d'euros net. Pendant ce temps, 17 pays bénéficiaires comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie reçoivent plus qu'ils ne versent.
En clair, les pays de l'Ouest financent une machine qui redistribue leur richesse à d'autres, tout en entretenant les institutions qui grignotent leur souveraineté. Et sur ces milliards, une part croissante s'évapore dans des fonds structurels opaques, des programmes d'aide extérieure en Afrique, en Ukraine ou ailleurs, et le fonctionnement d'une bureaucratie tentaculaire répartie entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. D'ailleurs, saviez-vous que l'Union européenne est la seule institution au monde à posséder 2 sièges officiels, l'un à Bruxelles et l'autre à Strasbourg? Le résultat, chaque mois, 2500 personnes, 40 tonnes de matériel, 2 TGV spéciaux font l'aller-retour entre les deux villes pour les sessions plénières. Un cirque administratif hallucinant pour un coût estimé à lui seul de 114 millions d'euros par an. Et ce n'est qu'un exemple de gabegie parmi tant d'autres. Bâtiments ultra luxueux, frais de représentation dispendieux, études confiées à prix d'or à des cabinets de conseil privés, et pour couronner le tout, la Cour des comptes européenne elle-même reconnaît que plus de 4% des dépenses ne peuvent être justifiées. Tout cela, bien sûr, avec l'argent des contribuables, le vôtre. À votre bon cœur, mesdames, messieurs. La France, je le disais, est contributrice nette depuis plus de 30 ans. Et en 30 ans, nous avons versé plus de 250 milliards d'euros nets à l'Union européenne. 250 milliards. Vous imaginez ce que cela représente? Avec cette somme, voilà ce qu'on aurait pu faire. Soit refaire l'école de la République, rénovation des 45 000 écoles primaires, refonder entièrement l'hôpital public, 1000 hôpitaux modernes et recruter 400 000 soignants, relancer les infrastructures, réseau ferroviaire, ponts, tunnels et routes, soutenir le monde agricole qui en a bien besoin en garantissant par exemple un salaire minimum à chaque agriculteur, ou encore redevenir totalement souverain sur l'énergie, 20 réacteurs nucléaires EPR2 avec 100 000 emplois industriels créés dans les filières vertes. En 30 ans, les contribuables français ont financé une machine européenne qui détruit leurs emplois, leurs exploitations agricoles, leur industrie, alors que cet argent aurait pu reconstruire la France. 250 milliards d'euros, c'est le prix de la souveraineté perdue, de la dépendance et du silence. Et en retour, qu'avons-nous obtenu? Une désindustrialisation accélérée, une agriculture étranglée par les normes et la concurrence déloyale, une capacité de décision réduite à néant. Mais rassurez-vous, l'Europe, dans sa grande bonté, nous a offert le bouchon qui reste accroché à la bouteille et le chargeur universel pour les téléphones portables. Formidable bilan pour 250 milliards d'euros. Plus sérieusement, en finançant cette Europe, les Français paient pour leur propre effacement. Leur argent entretient une bureaucratie qui ne leur rend plus de compte, une Europe opaque qui prêche la transparence, mais qui ne supporte plus la contradiction. Vous pensiez avoir tout vu? Attendez, car après avoir compris comment l'Europe dépense votre argent, vous allez découvrir qui s'en met plein les poches. Et là, accrochez-vous. La question que la plupart se posent, c'est pourquoi si peu d'élus dénoncent ce système? Pourquoi presque aucun député européen ne s'indigne, alors qu'il voit chaque jour la dépossession des peuples s'accentuer? La réponse tient en 3 mots, une règle des 3 C en quelque sorte: carrière, confort et complicité, que je requalifierai en 2, haute trahison. Le Parlement européen, ce n'est pas une arène politique, c'est une cage dorée, un lieu où le confort a remplacé la conviction. Imaginez, chaque député reçoit un salaire brut de 10 075 euros par mois, soit environ 8 000 euros net après impôts européens. S'y ajoute 4 950 euros d'indemnité mensuelle versée sans justificatif. Chaque jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg, en session ou en réunion, rapporte 350 euros supplémentaires, soit 5 250 euros par mois pour 15 jours de session. Il suffit juste de signer la feuille de présence le matin. Mais attention, ce n'est que la mise en bouche. Les voyages sont remboursés intégralement, y compris 24 allers-retours par an en classe affaires. Chaque député dispose d'un budget mensuel de 28 700 euros pour payer ses assistants et ses collaborateurs. Et lorsqu'ils quittent leur siège, ils reçoivent une indemnité transitoire équivalente à 1 mois de salaire par année de mandat, avec un minimum garanti de 6 mois. Un député qui part après un seul mandat touche entre 60 000 et 80 000 euros, même s'il retrouve immédiatement un poste ailleurs. Je m'abstiendrai de parler des augmentations scandaleuses régulières de leurs indemnités sous couvert de compensation de l'inflation. On estime malgré tout, raisonnablement, que les salaires des hauts fonctionnaires et technocrates de l'UE ont augmenté de l'ordre de 15 à 25% depuis 2020. Attendez, ce n'est pas fini. À 63 ans, les eurodéputés peuvent prendre leur retraite avec 3,5% du salaire de base par année de mandat, plafonné à 70%.
10 années à Bruxelles suffisent donc pour percevoir plus de 3 500 € par mois à vie, avec une cotisation personnelle ridicule, le reste étant financé par les contribuables européens. Et ces retraites peuvent se cumuler avec celles issues d'autres fonctions nationales. Chacun appréciera au moment d'une énième réforme de nos retraites. Aucun régime en Europe n'offre un rapport aussi scandaleux entre cotisations et pensions. Voilà pourquoi si peu d'élus remettent le système en question et détournent le regard face au scandale. Le confort achète le silence. Le coût d'un député français tout inclus est estimé à 1 million d'euros par an, celui d'un député européen à 3,2 millions. On comprend mieux pourquoi l'omerta règne chez les députés à Bruxelles. Car à Bruxelles, tout se paie, surtout l'obéissance. Le Parlement européen se vante de représenter le pluralisme politique. En réalité, c'est un club fermé où tout le monde vote dans le même sens. Les trois grands blocs, le Parti populaire européen majoritaire depuis 1999 et Parti de von der Leyen, est à dominante allemande. Les sociaux-démocrates aussi à dominante allemande. Et les libéraux de Renew Europe votent ensemble près de 95% des textes majeurs. Ce consensus permanent garantit la stabilité du système et étouffe toute voix dissidente. Ceux qui osent contester sont marginalisés, privés de commission, de temps de parole, ou tout simplement étiquetés comme populistes, anti-européens, voire pro-russes, c'est à la mode en ce moment. À Bruxelles, la soumission est la seule façon de faire carrière. Voter comme il faut, c'est accéder à un poste de rapporteur ou de vice-président. Suivre la ligne du parti, c'est s'assurer une réélection. En revanche, contester la commission, c'est être marginalisé. Rien n'illustre mieux cette impunité que l'affaire des textos d'Ursula avec Pfizer et Moderna pendant la crise du Covid. Les montants exacts restent secrets, les messages ont disparu, et malgré les injonctions des juges européens, elle refuse toujours de les publier. Résultat ? Aucune sanction. Seulement 10% des députés ont osé soutenir une motion de censure, les autres ont préféré détourner le regard, parce qu'à Bruxelles, le conformisme paie mieux que la vérité. 3 motions de censure en 3 mois, 3 échecs, et l'impératrice est toujours là, intouchable. Ce n'est plus un parlement, c'est un cœur d'allégeance, un théâtre où l'on joue la démocratie, pendant que l'autocratie gouverne. Mais le silence ne s'explique pas seulement par le confort, il s'explique aussi par la dépendance, et vous allez comprendre pourquoi. À Bruxelles, la frontière entre le pouvoir politique et les intérêts privés a quasiment disparu. On appelle cela le pantouflage, ces allers-retours constants entre les institutions européennes et les multinationales qu'elles sont censées réguler et qui s'appelle un conflit d'intérêts institutionnalisé. Quelques exemples dans un océan de pantouflage. José Manuel Barroso, ex-président de la Commission, est devenu président non exécutif et conseiller de Goldman Sachs avec un salaire multiplié par 6. Neelie Kroes, ex-commissaire au numérique, a rejoint Uber avec un salaire mirifique. Karel de Gucht, ex-commissaire au commerce, siège dans plusieurs conseils d'administration du secteur énergétique avec des salaires à 6 chiffres. Évidemment, Ursula von der Leyen elle-même, mariée à un cadre de la biotech Orgenesis, a signé des contrats pharmaceutiques sans contrôle démocratique. En 2023, la Commission a recensé plus de 8000 réunions officielles avec des lobbies, contre à peine 400 avec des ONG citoyennes. Plus de la moitié des anciens commissaires et près d'un tiers des députés sortants rejoignent des entreprises qu'ils régulaient la veille. L'Europe n'est pas corrompue, elle est la corruption personnifiée, une fusion structurelle entre politique et finance. Je vous épargnerai ici la longue liste des scandales de corruption qui éclaboussent cette prétendue union vertueuse. Chacun d'eux mériterait à lui seul une vidéo entière. Bruxelles est devenue un marché législatif où les lois se négocient comme des contrats, les élus se protègent, les lobbies prospèrent et les peuples, eux, payent la note. Pendant que les dirigeants s'enferment dans leur tour de verre, les citoyens subissent les conséquences. Fermeture des exploitations agricoles, délocalisation des usines, explosion des prix. L'Union européenne n'est plus un projet commun, c'est un système contre les peuples, qu'elle méprise d'ailleurs, une technocratie déconnectée qui ne vit pas des conséquences de ses choix, mais qui les fait supporter aux autres. C'est tellement simple. Il est temps maintenant de regarder ce que cette Europe engendre concrètement sur le terrain, ses ravages économiques, ses fractures sociales et ses dégâts humains. Et le constat fait froid dans le dos, croyez-moi, c'est bien plus grave qu'on ne peut le rêver dans nos pires cauchemars. L'Union européenne se présentait comme une promesse de prospérité. Elle devait rapprocher les peuples, renforcer les économies et garantir un avenir meilleur pour tous. 70 ans plus tard, le constat est accablant. L'Europe a appauvri tous ceux qu'elle prétendait protéger.
Depuis l'entrée dans l'euro, la France a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels. Nos usines ont fermé, nos savoir-faire ont disparu et notre balance commerciale s'est effondrée. De plus 30 milliards d'excédents au début des années 90 à moins 174 milliards d'euros de déficit en 2024. Pendant ce temps, l'Allemagne a engrangé plus de 200 milliards d'excédents par an. Pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que la monnaie unique a figé des économies inégales, l'euro trop fort pour la France favorise les exportations allemandes et étrangle nos entreprises. Le marché unique a surtout créé une concurrence interne déloyale où les pays à bas salaire produisent pour les autres. Résultat, délocalisation, dumping social, chômage structurel, mais je ne vous apprends rien de ce côté-là. Les paysans français ont été les premières victimes de cette Europe marchande. Sous prétexte d'harmonisation, la PAC, politique agricole commune, est devenue un outil d'asphyxie. Chaque réforme complexifie, chaque norme pénalise, chaque contrôle humilie ceux qui nourrissent le pays. Après que 100 000 de nos exploitations aient disparu en 20 ans, l'Europe ouvre en grand ses frontières à des produits importés. Viande brésilienne, agneaux néo-zélandais, lait en poudre océanien. Résultat, une empreinte carbone 20 à 70 fois plus élevée et des prix qui écrasent nos producteurs locaux. Nos agriculteurs sont étranglés pendant que Bruxelles subventionne les grands groupes agroalimentaires et signe des accords de libre-échange à la chaîne avec un montant estimé, écoutez bien, de 2600 milliards d'euros annuels de produits qui ne respectent même pas les normes qu'on impose à nos producteurs. Cette politique assumée n'a évidemment pas protégé la souveraineté alimentaire. Au contraire, elle l'a détruite. Mais à la place, nous finançons une machine devenue folle, enfermée dans son idéologie mortifère qui appauvrit les pays. Les travailleurs français paient 2 fois, par leurs impôts et par leur perte de pouvoir d'achat. Car plus Bruxelles impose ses directives, plus nos gouvernements justifient leurs échecs en disant « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Ces gens sont fous. Partout les mêmes effets, explosion du coût de la vie, précarité des retraites, marché du travail dégradé, explosion des prix de l'énergie. Chaque crise sanitaire, climatique ou géopolitique devient un prétexte pour serrer un peu plus la vis. Les décisions ne viennent plus des urnes, mais des réunions de la Commission, du FMI ou de la BCE, la fameuse Troïka. Les peuples obéissent à des règles qu'ils n'ont jamais votées et que plus personne n'ose contester. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fini par nous retirer le dernier symbole de la souveraineté, nos frontières. En 1985, sous le nom séduisant de Schengen, quelques dirigeants ont signé un accord, encore une fois, sans rien nous demander, qui a tout effacé, les postes frontières, les contrôles, la responsabilité des États. On nous a dit, c'est la liberté de circuler. En réalité, c'était la liberté de nous envahir. Depuis, tout traverse l'Europe sans frein, les capitaux, les produits importés, la main-d'œuvre surexploitée et les flux migratoires qu'aucune nation ne maîtrise plus. Rien que la seule dernière décennie, ce sont environ 26 millions de migrants qui sont entrés en Europe selon Geopolitical Intelligence Services Reports. L'Union européenne impose ses quotas, condamne ceux qui refusent et punit ceux qui tentent de reprendre le contrôle de leurs frontières. L'immigration massive, qu'elle soit légale ou illégale, est devenue un instrument idéologique et politique. On la subit, on ne la décide plus. Et pendant que Bruxelles prêche la solidarité à coups de décret, ce sont nos villes, nos campagnes, nos services publics et nos forces de l'ordre qui encaissent le choc. Car à force d'imposer sans concertation, on a créé un climat de tension et d'insécurité croissante que plus personne ne veut nommer par peur de déplaire à l'Europe. Ce n'est plus la liberté de circuler, c'est l'obligation d'accepter. Schengen devait rapprocher les peuples, il les a divisés. Il devait ouvrir les routes du progrès, il a ouvert celles du chaos. C'est le vrai visage de l'Europe sans frontières, une Europe sans défense et sans repères. L'Union européenne est devenue une forteresse technocratique où les peuples paient, obéissent et n'ont plus le droit de dire non. Après avoir détruit les économies, Bruxelles s'attaque maintenant à la liberté des peuples elle-même. C'est la dernière étape du projet, le contrôle des comportements, la surveillance numérique. Après avoir pris le pouvoir politique et économique, l'Union européenne s'attaque désormais à la dernière frontière, le contrôle des individus. Sous couvert de progrès et de sécurité, Bruxelles met en place les outils d'un contrôle total, numérique, bancaire et informationnel. Une Europe qui ne protège plus mais surveille. Je ne vais pas revenir en détail sur les lois liberticides et les atteintes aux droits fondamentaux, je les ai déjà longuement analysées dans la vidéo 4, Liberté confisquée, réveille-toi France. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces mécanismes de restriction, qui touchaient jusqu'ici les États, sont désormais intégrés et centralisés au niveau européen.
Ce n'est plus la France seule qui limite la liberté d'expression, de circulation ou d'information, c'est Bruxelles qui fixe le cadre et qui le généralise à tous les peuples d'Europe. Sous prétexte de sécurité, de santé ou d'écologie, l'Union européenne se dote d'un arsenal juridique qui lui permet de surveiller, filtrer et sanctionner. C'est ce que j'appelle le passage du gouvernement par les lois au gouvernement par les algorithmes. En réalité, c'est une censure politique. Toute voix dissidente, tout discours non conforme peut désormais être effacé, suspendu ou invisibilisé, sans débat et sans recours. Mais la véritable révolution silencieuse, celle qui touche au cœur de notre liberté, c'est le projet d'euro numérique. Officiellement, il s'agit d'une simple modernisation des paiements. En vérité, c'est une monnaie programmable, contrôlable en temps réel, émise directement par la Banque centrale européenne. La BCE a lancé sa phase préparatoire en novembre 2023 et prévoit une décision politique d'ici 2026, avant un déploiement progressif autour de 2028. Avec cet euro digital, chaque transaction sera traçable. Chaque paiement, chaque dépense, chaque don pourra être suivi, limité, voire bloqué. Imaginez un monde où un gouvernement pourrait restreindre l'usage de votre argent selon votre comportement, votre opinion politique ou votre empreinte carbone. C'est exactement ce que permet une monnaie programmable, et tout cela est présenté comme une innovation pour la stabilité financière. En parallèle, la Commission européenne prépare le portefeuille d'identité numérique, une identité centralisée, reliée à vos données de santé, vos impôts, vos comptes, vos documents officiels et vos déplacements. Demain, cette identité sera la clé de tout. Payer, voyager, accéder à vos services publics, et celui qui s'y refusera d'y adhérer sera simplement exclu du système. Nous passons d'une Europe du droit à une Europe de la conformité. Une société où la liberté ne sera plus un principe, mais une autorisation réversible. Chaque mesure est présentée comme une amélioration, mais toutes convergent vers un même objectif, le contrôle total comportemental des citoyens. C'est la promesse d'une gouvernance technocratique où la surveillance remplace la responsabilité et où la peur justifie tout. La sécurité est devenue le prétexte universel, et pendant que les peuples regardent ailleurs, le filet se referme, le contrôle social à la chinoise se met en place. Cette Europe-là n'est plus celle des peuples, c'est celle des algorithmes, des QR codes et des directives. Une Europe où l'on peut censurer, bloquer ou punir sans loi par simple décision administrative. Nous sommes en train de passer sans vote ni débat d'un continent de nations libres à un immonde système technocratique de surveillance. Et quand le pouvoir contrôle à la fois l'argent, l'information et l'identité, il n'a plus besoin de gouverner, il lui suffit d'administrer les consciences. L'Europe ne s'est pas construite contre les peuples par accident, mais par conception. Reste à savoir, peut-on encore l'arrêter? Peut-on encore reconstruire une Europe des peuples libres? Depuis des décennies, on nous a répété que plus d'Europe signifie plus de démocratie. Mais l'histoire récente prouve exactement l'inverse. À mesure que Bruxelles étend son pouvoir, les peuples s'enfoncent dans le silence et la résignation. Ce qui devait unir a divisé, ce qui devait protéger a asservi. Et ceux qui gouvernent au nom de l'Europe ne représentent plus les citoyens, mais les intérêts des puissants. Au départ, l'idée européenne aurait pu être belle, coopérer, commercer, éviter les guerres. Mais ce rêve a été dévoyé dès le départ, c'était un rêve frelaté. D'un projet de paix, on en a fait un projet d'obéissance. Les institutions censées unir les nations sont devenues des instruments de domination. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des dirigeants politiques que nous avons, mais des gestionnaires du consentement, formés dans les mêmes écoles, invités dans les mêmes forums, répétant le même langage technocratique. Les chefs d'État ne résistent pas à cette dérive, ils l'accompagnent. Presque tous appartiennent à des cercles, comme le Forum de Davos, le groupe Bilderberg ou la Commission trilatérale. Loin de défendre leur peuple, ils participent à un projet mondial où la souveraineté nationale n'est plus qu'un obstacle à contourner. Ils prétendent servir l'Europe, mais ils servent un système qui les récompense tant qu'ils obéissent. C'est pour cela qu'aucun ne remet en cause la Troïka, ni le pouvoir des lobbies. Ce ne sont pas des complices par faiblesse, mais par intérêt. Pourtant, partout en Europe, quelque chose bouge. Des peuples se lèvent, se questionnent, refusent de se taire. En Hongrie, en Italie, en Slovaquie et en France aussi, des voix s'élèvent pour dire non à cette construction artificielle, non à cette Europe hors sol qui a trahi son idéal. Car si l'Europe s'est faite contre les peuples, elle peut aussi se reconstruire par eux. Une Europe des nations souveraines, des coopérations libres, des frontières respectées
et des peuples fiers de leur identité. Ne vous leurrez pas, nous sommes à la croisée des chemins. Deux visions s'opposent diamétralement, celle d'une Europe des puissants centralisée, technocratique, et celle d'une Europe des peuples vivante, humaine et enracinée. La première nous promet la stabilité, mais au prix de notre liberté. La seconde demande du courage, mais elle rend la dignité. L'Europe ne mourra pas d'un excès de souveraineté, elle mourra d'un excès de soumission. L'histoire de l'Europe aurait pu être celle des peuples unis, elle est devenue celle des nations dépossédées. Mais tout n'est pas perdu, car ce que l'homme a construit, l'homme peut le reconstruire. Après ce constat surréaliste et glaçant, qu'est-ce qu'on peut en conclure? L'Europe devait être une promesse, celle de la paix, de la fraternité, du progrès partagé, mais elle est devenue une prison bâtie sur la peur, la dépendance et la soumission. Une machine froide, sans âme, sans peuple, sans cœur. Aujourd'hui, nos nations s'effacent, nos lois se décident ailleurs, nos dirigeants ne gouvernent plus. Ils obéissent. Ce n'est plus une union, c'est une hiérarchie technocratique où quelques mains invisibles dictent le destin de 448 millions d'êtres humains. Et pendant que nos peuples s'appauvrissent, eux s'augmentent, s'enrichissent, s'empiffrent jusqu'à l'indécence et se protègent. En clair, ils prospèrent sur le dos de la misère qu'ils ont créée. Depuis 30 ans, la France verse des centaines de milliards à ce système. Des milliards arrachés au travail des Français qui auraient pu reconstruire nos hôpitaux, sauver nos agriculteurs, soutenir nos familles, mais cet argent nourrit la dépendance, pas la souveraineté. Il finance la servitude volontaire d'un peuple qu'on endort doucement. Il verrouille tout, les traités, les budgets, les médias, les écoles, la pensée. Il nous laisse voter, mais rien ne change. Il nous laisse parler, mais personne n'écoute. Et bientôt nos enfants grandiront dans un monde où désobéir à Bruxelles sera un crime. Pendant ce temps, comme de bons toutous, nous regardons ailleurs, attendant le biscuit qu'ils voudront bien nous donner selon leur bon vouloir. Mais vous allez accepter ça combien de temps encore sans broncher? Vous en êtes arrivé si bas que vous ne respectez plus au point de vous laisser maltraiter par cette petite minorité de malfaisants? Je ne peux pas le croire. Regardez vos gamins dans les yeux et dites-leur à voix haute que vous êtes en train de sacrifier leur avenir et leur vie parce que vous n'avez pas le courage de vous lever. Dites-leur et vous verrez leur réaction. Est-ce que au moins vous mesurez la gravité de la situation actuelle du pays et n'êtes-vous pas lassé du spectacle pitoyable de cette classe politique méprisante en dessous de tout? Si ce n'était pas aussi dramatique, j'en rirais aux éclats, mais malheureusement, c'est de notre vie et de notre futur dont il s'agit ici, et du coup, ça me fait beaucoup moins rire. Alors je vous le dis clairement, soit nous nous levons maintenant, soit nous disparaissons. C'est simple. Le choix n'est plus entre gauche et droite, entre réforme et status quo. Le choix, c'est entre la liberté ou la soumission, entre le peuple souverain ou la foule docile. Le pouvoir ne se mendie pas, il se reprend. Par le RIC, par la constituante, par la voie directe du peuple, par la reconquête de nos droits fondamentaux, de nos décisions et de nos vies. Car la souveraineté ne se délègue pas, elle se vit, elle se défend, elle s'arrache, et elle nous appartient à nous, peuple de France, et certainement pas à ces traîtres fossoyeurs de la démocratie et de notre belle nation millénaire. Je reste convaincu que les peuples d'Europe n'ont pas disparu. Ils dorment, mais le jour où ils comprendront qu'ils ne votent que pour élire leur maître et leur tendre la laisse pour les museler et obéir, alors ils se lèveront. Et ce jour-là, que j'espère et que je sens prochain, les murs de cette Europe, de ces pseudo-élites, trembleront avant de s'effondrer sur eux. Reprendre notre souveraineté, ce n'est pas refuser l'Europe, c'est refuser l'esclavage. C'est dire non à la peur, non à la servitude, non à cette caste qui ose prétendre mieux que nous, savoir penser pour notre bien et notre sécurité. Si nous ne reprenons pas la main aujourd'hui, nos enfants futurs naîtront enchaînés sans même savoir ce que signifie le mot liberté, comme dans le pire des films dystopiques. Pour les plus pessimistes d'entre vous, dites-vous que jamais rien n'est perdu. De chaque empire effondré renaît un peuple libre. Et de cette Europe bureaucratique doit surgir l'Europe des nations frères, des peuples debout, des consciences éveillées. Une Europe humaine, enracinée et souveraine. Cette Europe-là, elle ne viendra pas d'en haut. N'attendez pas de sauveur. Le sauveur, c'est chacun d'entre nous, je l'ai déjà dit. Elle naîtra du courage de ceux qui refusent de plier, de ceux qui auront le courage de dire « assez, ça suffit ». À partir d'aujourd'hui, c'est nous le peuple qui décidons. Et ce jour-là, ce ne sera pas la fin de l'Europe, ce sera le début de la libération. Sortez de votre torpeur, de l'individualisme forcené dans lequel on vous a enfermé. Créez du lien, réunissez-vous, échangez, débattez, créez des groupes citoyens. Faites-le savoir, insurgez-vous et ne vous laissez plus faire. Arrêtez d'avoir peur, allez plus loin que les simples likes et pouces sur des commentaires en vidéo,
en dessous des vidéos. Il ne tient qu'à vous que ce noble souhait se réalise. Alors bougez, nom de Dieu. Merci pour votre attention et désolé pour mon terme un peu grossier. Bien, compte tenu de la situation en France qui connaît une aggravation notable en raison du marasme politique actuel dont personne aujourd'hui n'est en capacité de dire comment elle va évoluer, je profite de l'instant pour vous inviter à vous préparer, comme je le conseille déjà depuis plusieurs années, en allant voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous explique comment faire et où je vous offre gratuitement plusieurs mementos pour vous aider dans cette démarche pour ceux qui ne les ont pas encore téléchargés. Bon visionnage à toutes et tous.